Le Togo. Nous sommes au Togo. On ne peut pas rester calme en ce qui concerne le Togo. On ne peut malheureusement pas rester muet en ce qui concerne le Togo. Ça serait inacceptable, injuste et incorrect. Le Togo, c'est un pays que je connais. J'y ai été à quelques reprises et ça a toujours été une expérience absolument magnifique. Je ne peux donc pas rester muet face à des situations absolument absurdes que vivent beaucoup de populations togolaises aujourd'hui. Au Togo, c'est fou. Beaucoup de gens sont tombés, beaucoup de gens pleurent, le sang coule, la sueur, la peine, la douleur, et les gens ne savent pas comment gérer cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo actuellement ? Les organisations de la défense des droits de l'homme et civiques affirment qu'au moins 7 personnes ont été tuées. 7 personnes tuées, 7 vies parties pour de bon, dans une répression contre les manifestants réclamant le départ ou la démission du dirigeant Gnassingbé. La libération des prisonniers politiques. Non, ces violences ne sont pas de simples bavures. Elles traduisent une politique de terreur. Elles illustrent une dérive autoritaire que nous dénonçons de toutes nos forces. Elles traduisent l'incapacité d'un pouvoir à répondre aux demandes de son peuple. Qu'est-ce que veulent les Togolais ? Les Togolais veulent la démission du président Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis combien de temps ? Depuis 2005. Okay ? Vous faites les maths. Est-ce absolument absurde de demander à ce que M. Gnassingbé quitte le pouvoir pour une personne qui a été là depuis 2005 ? Absolument pas, n'est-ce pas ? Je pense que c'est tout à fait logique et normal qu'on se pose des questions. Même si on est un excellent président, n'est-il pas logique qu'à un certain moment on arrête ? C'est tout à fait logique, n'est-ce pas ? Ok. Des manifestations de masse ont eu lieu du 26 au 28 juin, menées principalement par de jeunes, des organisations de la société civile et des activistes de la diaspora. Les manifestants demandent la démission de Faure Gnassingbé à la suite des réformes constitutionnelles qui qualifient de coup d'État constitutionnel. Donc les Togolais sont sortis dans les rues pour réclamer la démission du président Gnassingbé suite à un changement constitutionnel qui a été effectué et qu'ils qualifient, eux, de coup d'État constitutionnel. La Constitution, évidemment, ce sont les lois qui régissent la structure d'un pays. Cette constitution ne peut pas être changée, altérée tout le temps, n'importe comment. Sinon, quand c'est fait, ça doit être fait de sorte à progresser la nation vers le devant. Mais les Togolais ont l'impression que ce changement est qualifié, comme ils le disent, d'un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? 7 corps ont été repêchés des rivières à Lomé selon une coalition appelée le Front citoyen Togo debout, qui accuse les forces de sécurité et les milices d'exaction. Donc le Front citoyen Togo debout a affirmé qu'on a trouvé 7 corps dans les rivières de Lomé et ils accusent les forces de sécurité togolaises ainsi que les milices de ces exactions. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Vous savez, c'est quand même malade de dire ça parce que ça dérange. Chaque pays en Afrique, généralement, vous trouvez ces milices. Ces personnes qui, quelquefois, ne sont même pas appointées ou choisies par le gouvernement ou par le chef lui-même. Ce sont des gens qui sont fanatiques, qui, pour gagner leur bol de riz, sont là pour créer le dawa, le problème, les difficultés. Ils sont là en répresseurs. Ils s'organisent quelquefois de manière obscure pour aller réprimer, oppresser, briser toutes ces personnes qui osent se lever contre le gouvernement pour leurs droits. Est-ce qu'on peut se lever contre un gouvernement si ses droits sont bafoués? Absolument. Je pense que chaque pays dans le monde régit quelque part dans sa constitution une partie où on dit si vos droits les plus élémentaires sont piétinés, il est de votre responsabilité de vous lever. Alors ces milices, malheureusement, on trouve partout en Afrique. Voilà pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que les Africains sont prêts pour la démocratie? Les Africains sont-ils prêts pour la démocratie? Avez-vous été tissés pour la démocratie? Point d'interrogation. C'est très important de se poser cette question. Parce qu'on a l'impression le plus meurtrier à l'égard de l'Africain, c'est en effet l'Africain lui-même. Ah oui, pendant tout ce temps, les gens s'est battu contre la colonisation, contre les Blancs, en disant les Blancs sont méchants, le Blanc est mauvais, regarde ce qu'il a fait. Il m'a pris ma religion, m'a ravi ma langue, m'a asphyxié, m'a empêché de réfléchir. Mais le Blanc est parti. Regardez comment les Noirs agissent autour des Noirs quand ils ont le pouvoir. C'est incroyable. L'homme noir va te montrer combien tu ne représentes absolument rien, puisqu'il est en position de, associé du gouvernement, conseiller du président de la République. Non, c'est incroyable. Regardez le Soudan sur la carte. Ça, c'est le Soudan. Le Soudan était le pays le plus grand en Afrique. Un pays très puissant. Le nord est rempli par des Arabes, ou arabophones si vous préférez. Le sud des Noirs. Le Soudan était un pays
énorme. Et pendant beaucoup d'années, les Noirs au Soudan se plaignaient, disant le traitement qu'ils recevaient de Blancs, disant les traitements qu'ils recevaient des Arabes étaient complètement injustes. Ils disaient que le nord du Soudan était développé, il y avait beaucoup d'investissements, pendant que le sud était complètement négligé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé ensuite qu'on les libère, qu'ils fassent leur propre pays. Pendant un temps, il y avait une guerre effroyable au Soudan, entre les Arabes et les Noirs. C'était incroyable. C'était absolument invivable. Et au moment donné, avec le soutien de beaucoup de pays africains, subsahariens, le Soudan a pu recevoir cette opportunité de se diviser. Et la naissance du pays le plus nouveau du monde, le Soudan du Sud, qui existe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud aujourd'hui? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud aujourd'hui, dans un pays où il y a seulement de Noirs? Regardez les Soudanais comment ils sont. Ça, ce sont les Soudanais, les hommes les plus élancés du monde. Ils sont très beaux à voir, ok? D'une teinte complètement naturelle. C'est la couleur noire dans son origine. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux aujourd'hui? Ils sont réfugiés partout. Réfugiés au Kenya, réfugiés en Ouganda. Ils ont quitté même le petit pays là qu'ils voulaient. Parce qu'ils sont incapables de se diriger. Chacun veut le pouvoir. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Ils ont demandé de quitter le Soudan pour faire leur propre pays. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi on se pose la question. Les Noirs sont-ils prêts pour la démocratie? Montrez-moi un pays en Afrique où les élections sont correctes. À part l'Afrique du Sud et le Botswana. Un pays africain où les élections sont transparentes et les élections sont correctes et il n'y a pas de querelle ou de troubles ou des revendications prétextant que les élections ont été faussées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que généralement, ce qui se passe, que le groupe au pouvoir va disponibiliser de l'argent pour corrompre l'établissement censé être arbitre des élections. C'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire, le gouvernement va mettre 50 millions de dollars pour le groupe des gens qui sont censés s'assurer que les élections soient transparentes. Voilà votre argent. Assurez-vous que nous gagnons les élections. C'est ça. Et les gens s'étonnent de voir pourquoi les gens recourent aux rébellions. Parce qu'il y a apparemment pas d'autre moyen de devenir. Il y a, pour un peuple honnêtement stressé, pour lesquels les raisons sont réelles, des difficultés, en manque d'infrastructures, manque d'établissements de santé, manque de travail, manque de logement, manque de tout sous-développement dans leur communauté. Les gens qui ont sincèrement des raisons pour lesquelles ils veulent revendiquer ne peuvent malheureusement pas être écoutés quand ils vont à travers les moyens simples et pacifiques. Ils sont généralement jetés en prison, opprimés, oppressés, leurs familles bafouées. Voilà pourquoi certaines personnes décident, ok, je vois que ça ne marche pas, personne ne m'écoute. Dans ce cas, on va se lancer dans une rébellion. Alors, rentrons au Togo. Au Togo, le gouvernement a démenti. Le gouvernement togolais a nié que les décès soient liés aux manifestations de la semaine dernière. Ils disent que c'est absolument faux, ça n'a rien à voir. Donc les 7 personnes qui ont été retrouvées dans les rivières n'ont absolument rien à voir avec les manifestations. Ce sont des morts qui sont morts dans les rivières d'eux-mêmes. Voilà. Le gouvernement menace aussi désormais d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs, qualifiant les manifestations de campagnes de désinformation et de haine orchestrées depuis l'étranger. Donc la population togolaise est sortie dans les rues pour revendiquer leurs droits. Et en retour, on dit que ce sont des manifestations maléfiques, des campagnes de désinformation et de haine orchestrées depuis l'étranger. Mais les raisons pour lesquelles ils sont sortis, est-ce qu'on a écouté ça? Pourquoi les Togolais sont dans les rues? Vous savez? On va essayer d'exploiter ça. Les manifestations, les amis, surviennent quelques semaines après que Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2 décennies, dont la famille dirige le pays depuis 58 ans, je ne suis pas en train d'inventer, a été nommé président du Conseil de ministres, une fonction sans limite officielle de mandat. L'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Gnassingbé en qualité de président du Conseil. Les choses ont changé au Togo. Il y a eu réforme constitutionnelle en 2024 et en effet, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Premièrement, suppression des élections présidentielles. C'est-à-dire, désormais, vous, la population, ne voterez plus le président de la République. Ça sera un honneur réservé aux parlementaires. Donc imaginez-vous, une population de plusieurs millions de personnes qui ne peuvent plus voter leur président. Mais voilà, désormais, seront obligés d'attendre à ce que un groupe de personnes, une centaine de personnes, qui n'ont pas essentiellement été élues directement par ces personnes, votent à leur place un président. Numéro 2, création d'un nouveau système. Quel est dans ce nouveau système? Le nouveau système, un président de la République symbolique. Okay? Le président de la République sera symbolique. Il sera élu par le Parlement. Un président symbolique, c'est un peu comme en Grande-Bretagne, où il y a le roi ou une reine qui n'assument pas des responsabilités politiques ou des décisions d'ailleurs. Ils sont là, rois et reines, ils vivent leur vie, mais c'est pas eux qui gèrent les choses. Numéro 3, instauration d'un poste puissant du président de conseil de ministres, équivalent à un super premier ministre. Okay? Donc, installation de ce nouveau poste, ça dérange les Togolais. Et ce poste sera assumé par qui? Par le président Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Voilà pourquoi les Togolais sont... En fait, en 2005, on est président. On fait des élections, quelquefois correctes, quelquefois les gens pensent que voilà, ça n'était pas tout à fait correct. En fin de compte, pour pousser cette nécessité d'organiser les élections d'ici quelques années, on pourrait créer un poste qui évidemment sera
sans exclusion, un poste qui te permet de rester autant que tu désires, mais c'est un poste évidemment qui assume les principales responsabilités telles que l'exécutif, le judiciaire, l'armée et tout le bazar. C'est un peu comme le nouveau président, mais qui n'a pas besoin de faire des élections. Voilà ce que disent les experts. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien du tout ici. Ça, ce n'est pas mon avis. Ce sont des faits que vous pouvez vérifier. Ce que je vous donne ici, c'est l'interprétation des experts. Faure Gnassingbé reste au pouvoir indéfiniment grâce à des changements adoptés sans référendum, via une super majorité parlementaire. Comment est-ce possible? C'est très possible, parce que, voilà, c'est un système parlementaire. Mais si vous regardez le Parlement, observez le Parlement togolais. Il y a le parti politique UNIR qui a 108 sièges au Parlement. C'est un Parlement qui a 113 sièges. UNIR, 108 sièges. ADD, Alliance des démocrates pour le développement intégral, 2 sièges. ANC de Jean-Pierre Fabre, 1 siège. DMP, 1 siège. FDR, 1 siège. Bon, regardez encore ici au-dessus. UNIR, 108 sièges. Bon, comment est-ce que vous allez voter contre eux? Ce n'est pas possible. C'est eux qui votent le président. C'est eux qui choisissent aussi le chef suprême. Enfin, c'est eux qui choisissent aussi le président du conseil de ministres, qui sera équivalent évidemment au super premier ministre, qui reste là presque indéfiniment. Donc, beaucoup de Togolais ont jugé que c'était une prise en otage, du pouvoir, et qu'ils étaient obligés de faire face à l'armée parce qu'ils veulent évidemment une certaine forme de liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Togo depuis un temps ? Le 16 juin, le gouvernement togolais a suspendu pour 3 mois la diffusion de RFI France 24, les accusant de partialité dans leur couverture de manifestations. D'accord. Je sais que beaucoup de personnes diront France 24, RFI et tout le bazar sont des téléviseurs ou des télévisions, si vous préférez, françaises, qui ne disent pas nécessairement la vérité. Y a-t-il eu 2 occasions, ils n'ont pas dit les choses tout à fait correctement? Absolument. Oui, c'est vrai. Mais le simple fait que ce soit venu de France 24 ou RFI, est-ce qu'une raison pour automatiquement exclure leur version de fait? Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit des choses qui sont peut-être mensongères 1 ou 2 fois qu'il faudrait essentiellement écarter tout ce qu'ils disent et ne pas considérer du tout ce qu'ils ont comme rhétorique. Il y a eu dans le temps répression après la présidentielle 2020, après la réélection controversée de Faure Gnassingbé, l'opposition notamment Agboye Kodjo, Agboyome Kodjo avait été violemment réprimé, répercussions de domicile, arrestation de militants, journalistes et opposants. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu blocage d'internet au Togo à plusieurs reprises, notamment en 2017, 2020 et 2025. Le gouvernement a ralenti internet ou a coupé l'accès, notamment pendant les élections, les manifestations populaires. Pourquoi on fait ça? On se pose la question. Pourquoi il faut ralentir ou arrêter internet? À moins qu'on ne veuille pas que les gens voient quelque chose. On ne veut pas que les images sortent. Parce que les images qui sortent immédiatement ne peuvent pas être contrôlées. C'est très difficile. Alors, quels étaient les objectifs? Les gens présument beaucoup de choses. Certaines personnes pensent que c'était pour empêcher la mobilisation et étouffer la diffusion des images et des témoignages. C'était aussi un harcèlement judiciaire des journalistes et opposants journalistes critiques comme Ferdinand Haïté qui ont été poursuivis pour des délits de presse, parfois incarcérés ou contraints à l'exil. Donc les gens sont fatigués, c'est par rapport à ça. Il y a encore un autre opposant, l'opposant Agboyome Kodjo, candidat en 2020, qui a plusieurs fois été arrêté ou placé en résidence surveillée. Bannissement de manifestations depuis 2022. Le gouvernement a interdit toute manifestation publique invoquant des raisons de sécurité. C'est-à-dire, pas de manifestation, même si vous êtes mécontent. Restez à la maison pleurer. Plus de manifestations, c'est interdit. Imaginez-vous, si vous êtes mécontent, vous avez des choses à dire, vous ne pouvez malheureusement pas vous exprimer parce que c'est interdit. C'est interdit. Pour quelle raison? On a justifié cela pour des raisons de sécurité. Cela a empêché, d'après les experts, les partis d'opposition de se mobiliser librement. Alors, est-ce qu'on peut parler de démocratie si les partis d'opposition ne peuvent pas se mobiliser au moins librement? Ceci a empêché le syndicat et les ONG de tenir des rassemblements. Évidemment, cette interdiction reste en vigueur malgré les appels des organisations internationales à le lever. L'Afrique. Quand vous commencez à comprendre l'Afrique, l'amour de l'Afrique commence à bouger. Il y a beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qu'il faut regarder sobrement et répondre sobrement. Le fanatisme à la anti-européenne, je pense que ça commence très rapidement à quitter les esprits de beaucoup de personnes qui voient les choses de manière beaucoup plus lucide, comprenant que l'ennemi de l'Africain n'est pas en Europe. En tout cas, pas l'ennemi numéro 1. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.